Bonsoir à tous. Il y a quelques mois tombaient des chiffres qui nous ont intrigués ici à la rédaction Le Temps Présent. On y apprenait qu'environ un quart des Vaudois et un quart des Jurassiens ne payaient aucun impôt. Pire, à Genève, 34%, oui, 34% des citoyens ne payent rien, laissant aux 2 tiers restants le désagréable devoir annuel de vider ses poches pour passer à la caisse de l'État. Il y a donc beaucoup de romans, des voisins, des amis qui ne payent rien, tandis que vous saignez à blanc. Un scandale? Non, ce n'est bien sûr pas aussi simple, comme l'ont découvert Régis Migier et Jacques de Charrière, les auteurs du reportage que nous vous proposons ce soir. Certains en politique aimeraient opposer la Suisse qui se lève le matin pour bosser contre celle des soi-disant profiteurs, mais la réalité, vous allez le voir, est complexe. La réalité, c'est qu'une bonne partie de ceux qui ne paient pas d'impôts ne peuvent pas en payer car ils ne gagnent pas assez pour assurer leur minimum vital. Ce sont ceux qu'on appelle les working poor. Il y a bien sûr aussi les étudiants, les invalides, les chômeurs, mais aussi ceux qui sont à l'aide sociale. Il reste que ces chiffres sont alarmants. Ils montrent que de plus en plus de Suisses tombent du train de l'État et restent en rade. Le fossé s'agrandit et la disparition d'un certain nombre de petits contribuables provoque l'inquiétude des experts. Regardez. Il y a une chose à laquelle on ne pense jamais vraiment. Et puis un jour, on découvre qu'elle fait tourner notre petit monde, rouler nos trains et nos policiers, marcher nos hôpitaux et nos écoles. Ce ressort furtif s'appelle l'impôt. Et nous allons lui poser une question bizarre. Est-il devenu trop humain ? À ma gauche, il y a la Suisse qui a peur. La Suisse de la docilité. Et puis à ma droite, il y a la Suisse qui travaille. La Suisse qui se lève. La Suisse qui est fière. La Suisse libre. La Suisse forte. La Suisse digne. Ça, c'est nous, mesdames et messieurs. Pour Kevin Grangier, la journée a commencé tôt. C'est grand-papa ? Il est encore que secrétaire général d'une section régionale, mais il pourrait gravir quelques échelons d'un coup s'il négocie bien cette année électorale. Son parti de droite ultra-conservatrice s'est spécialisé dans la traque de ceux qui vivent au crochet de l'État. Or, au début de l'hiver, la presse révélait que dans sa propre région, beaucoup de petits contribuables ne payent plus d'impôts directs. Quand on vous dit, dans ce canton, 23% des contribuables ne payent pas d'impôts, pour vous, il y a un problème ? Alors évidemment qu'il y a un problème. Ça démontre qu'aujourd'hui, on arrive gentiment en fait, au bout d'un modèle, le modèle social tel qu'on le connaît dans notre pays, et qu'il devient nécessaire de le revoir, de le réinventer. Au même moment, dans la même région, Dominique Giteau se prépare à un autre voyage. Caritas lui a confié le volant de ce bus épicerie qui va de ville en ville apportant des aliments bon marché à ceux qui n'ont plus les moyens de s'offrir le standard suisse. Ça peut emmener tout le monde. Hein. On peut avoir une personne qui a une situation aisée et tout, et puis pour des raisons et autres se trouve avec des difficultés et qu'ils n'arrivent pas à remonter la pente. Le Suisse pauvre demeure une abstraction pour certains. Mais les données révélées cet hiver dévoilent une réalité insoupçonnée. Avec des salaires apparemment respectables, beaucoup d'Helvètes se retrouvent en dessous des seuils de taxation. Dans la Suisse romande des contribuables, 23% des Vaudois, 25% des Jurassiens, 34% des Genevois ne paient rien, et leur nombre augmente. Les uns après les autres, les petits contribuables tombent du train de l'État. Qui sont-ils au juste, ceux qui ne paient pas d'impôts directs? Le bus de Caritas voyage au pays de cette espèce menacée. Parmi ses clients, il y a ceux qui ne paient plus
et ceux qui paient encore un peu. Ça ne fait pas 2 mois qu'il roule, ce bus est une nouveauté, et déjà on l'attend de pied ferme, même si on cherche la discrétion, la plupart des clients refuseront d'être filmés. Oui, bonjour madame. Bonjour, j'aimerais bien faire une carte, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Si vous avez la décision de l'OVAM, Oui. Office vaudois Alors voilà. de l'assurance maladie. Ah oui, voilà, super. Une pièce d'identité et puis une petite photo. Une photo, pareil. Oh, je vous la fais de suite. D'accord. D'accord. Alors, mais seulement. Alors, ça c'est mon bureau provisoire. Pour accéder aux produits, il faut faire la preuve de sa situation. Montrer que l'État vous aide à payer vos assurances. Alors, la décision d'OVAM, j'ai besoin pour son numéro. Ouais. Les subsides d'assurance maladie représentent un critère large qui donne une première idée du nombre d'Helvètes ayant besoin d'un coup de pouce. En comptant les enfants, ils sont 2,6 millions, un tiers de la population, le premier cercle de la précarité. Ici. Oui. Et puis, la signature. Voilà. Votre carte est prête, vous pouvez tout acheter. Il y a certains produits qui sont limités en quantité. Hein. La liste, en fait, exhaustive, elle est ici. C'est les prix bas, Ouais. dont la quantité est limitée. Par D'accord. carte et par jour. Sucre 2 kg, farine 5 kg, ainsi de suite. Donc vous avez toute la liste là. Je vous laisse regarder, mais pour le reste, c'est pas limité. Ouais. Deux fois. Et 1 kilo de farine. Voilà. Merci, ouais. Ça nous fait 26 francs 45, s'il vous plaît. C'est tous les mercredis alors. Tous les mercredis après-midi, normalement, quand j'ai pas de soucis avec le bus, à partir de 13h30. Ouais. Jusqu'à 16h15, on dira. D'accord. Comme ça nous laisse 10 minutes pour ranger, pour partir. D'accord. Hein? Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais vous donner le ticket encore. C'est important pour vous de trouver des choses bon marché? Oh oui, bien sûr. Je suis très serrée financièrement parce que ma pension a augmenté un petit peu et puis depuis là, j'ai un retard d'impôt et puis un solde d'impôt. Alors il faut économiser de tous les coins. Juste pour avoir une idée, vous avez combien par mois pour vivre? Pour vivre, ce qui me reste quand j'ai fait les paiements, ou bien Oui. 300-400 francs. Alors c'est sûr que c'est pas beaucoup. Non, c'est pas assez. Maggie a une voiture et un logement, grâce au soutien de sa famille. Elle paye encore des impôts, elle n'est pas tombée du train, mais elle tutoie la trappe depuis ce jour il y a près de 20 ans où la maladie l'a fauchée. Un problème de thyroïde. Tous ceux qui me connaissaient avant me reconnaissaient pas. Je faisais plus rien, je peux même plus écrire. Donc je peux plus faire à manger, je pouvais plus rien. C'est mes enfants qui faisaient tout à la maison. Je pense que j'ai eu un tel coup à l'époque que je serai jamais plus comme une femme de mon âge. Depuis 44 ans, je suis comme une vieille de 80 ans. Le physique. Vous vous sentez comme ça? Ah oui, ouais. Alors, puis ensuite j'ai eu un cancer du sein en 2007. Ça n'a pas arrangé les choses parce qu'on passe aussi quand même par des moments psychologiques pas très faciles. Maggie prendra 5 ans pour remonter la pente. Son couple n'y a pas résisté. Elle divorce à l'amiable, obtient une pension de 2000 francs par mois qu'elle complète par un salaire de serveuse. Mais elle perd cet emploi et n'en retrouvera plus d'autres. Lorsque son ex-mari, pour l'aider, accroît sa pension, le fisc dégaine une augmentation et un rattrapage. Vous trouvez que les petits revenus payent trop d'impôts? Oui, oui, tout à fait. Il devrait y avoir un minimum où on ne paye pas d'impôts. Parce que nous donner d'un côté pour nous reprendre de l'autre, ça vaut pas la peine. C'est du changement d'argent de place, c'est tout. Au fond, pendant toutes les années où vous étiez mariés, c'était pas un souci, tout ça?
Les impôts, l'argent, ça Non. allait plus ou moins? On payait pas mal d'impôts parce qu'on travaillait les deux, donc moi je travaillais aussi quand même pas mal, j'avais aussi un joli salaire, mais on payait en conséquence, mais par rapport à des salaires plus élevés. Donc on se privait de vacances, on se privait de certaines choses, on faisait pas de folie, mais on arrivait à vivre correctement à 4 à table. Pendant toutes ces années, vous aviez l'idée qu'un jour, on pouvait se retrouver dans la situation où vous êtes aujourd'hui? Non, non, je pensais pas. Je pensais pas. J'ai toujours dit, on a de la chance d'avoir la santé. Et puis c'est vrai que quand vous n'avez plus la santé, eh ben, il y a tout qui se dégrade. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte quand on l'a. Hein. Ouais. On perd tout. On perd beaucoup, ouais. Ouais, adieu Mickaël, comment vas-tu? Ça va bien, écoute, je suis en route. J'arrive vers 12h15. Allez, ciao, bye bye, ciao, 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 ciao. D'accuser les faibles d'être un problème, c'est difficile parfois? Oui, mais j'aimerais pas alors me faire dire ce que je n'ai pas dit. On n'accuse pas les faibles d'être un problème et donc de s'en débarrasser. Par contre, on accuse un système d'engendrer des faibles, d'engendrer de la pauvreté. Mais ce système arrive au bout. Et je pense qu'il est maintenant urgent que tous les milieux qui se disent responsables dans notre pays cessent de s'aveugler vis-à-vis de cette situation. Parmi les gens dont son parti se méfie, il y a les étudiants. Les étudiants coûtent cher à la collectivité et ils ne payent pas d'impôts. Ce n'est pas qu'ils soient tombés du train, ils n'y sont pas encore montés. Une nuance importante pour Elena, qui nous voyait venir. Première chose que je me suis dit, c'est je vais devoir me justifier de ne pas payer d'impôts. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas faire, en fait. Quand vous m'avez annoncé votre sujet, je me suis dit, voilà, c'est la vilaine étudiante flemmarde qui fait la fête tout le temps, qui ne paye pas d'impôts, et on va aller... Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans un discours de légitimation. Il faut dire qu'Elena est une étudiante un peu spéciale. Elle a un pied dans la vie active depuis sa majorité. J'ai une éducation comme ça où mes parents, alors j'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours eu ce dont j'avais besoin, mais ensuite tout ce qui était, on va dire, un peu extra, eh ben c'est toujours d'ailleurs à moi en fait de travailler pour l'obtenir. 142, c'est bon? Oui. Actuellement, vous faites combien par mois, en moyenne? Ça varie entre 900 francs et 1200 francs, en fonction du nombre d'heures que je fais. Mais ça me suffit, en fait, c'est juste ce qui me suffit. Vos parents prennent quoi en charge? Mes parents prennent en charge ma scolarité, donc ma taxe universitaire, et mon assurance maladie. Et je précise aussi qu'ils continuent à me donner 200 francs par mois. Reste qu'avant l'âge de 26 ans, on ne la verra pas pleinement active. La durée des études n'en finit pas de s'allonger. Vous avez fait un bachelor et maintenant vous faites un master. Mais pourquoi? Bah, simplement parce qu'on retarde le moment de rentrer dans le monde du travail, parce on sait qu'on va avoir beaucoup de mal à en trouver un. Donc c'est assez paradoxal, parce que d'un côté, on nous reproche de ne pas travailler, et puis d'un autre côté, quand on veut rentrer dans le monde du travail, il n'y en a pas pour nous. On aimerait apprendre un métier. Moi, je suis fatiguée d'écrire des papiers, mais j'ai besoin d'un diplôme en plus encore pour mettre le maximum de chances de mon côté de trouver un boulot, et de trouver un boulot qui va m'intéresser. À Genève, où Elena fait ses études, il y a quelques 28 000 étudiants. Presque le tiers du fameux tiers de contribuables genevois qui ne paient rien. En bonne logique financière, toutefois, un jeune adulte en formation n'est pas une perte, c'est un investissement. Il devrait rejoindre tôt ou tard le haut de la classe moyenne, celle qui paye le plus.
Le problème avec les impôts, c'est qu'on est toujours en train de payer pour les autres. Les gros revenus payent pour les petits, et les communes qui ont peu de frais payent pour celles qui en ont beaucoup. Salut Kevin, Comment vas-tu? plaisir de te revoir. De même. Dans ton Merci. collège. On retrouve Kevin Grangier en visite dans le village où il a grandi. Voilà. Ici, tout va bien, mais le syndic, membre de l'UDC comme lui, Comme peste annoncé, je- contre les démunis de la des ville. questions dans certaines communes, quand on le voit ailleurs, sur quelles sont les réalités vécues. Chez nous, par exemple, si je dois parler des chômeurs, je les compte peut-être sur les doigts d'une main. Si je dois parler, je fais la nuance entre des cas sociaux, alors ce qu'on appelle des cas sociaux, qu'on peut trouver plutôt en ville. À ma connaissance, on n'en a pratiquement pas. Et puis des gens qui bénéficient de subventions sociales, on en a bien entendu quelques-uns qui ont droit à des prestations complémentaires. On sait qu'on participe à l'effort cantonal avec ce système péréquatif. C'est quand même un bel effort. Enfin, en résumé, on voit que le Conseil d'État, enfin notre majorité de gauche au Conseil d'État est très généreux, c'est l'arrosoir social. Oui. Et la facture, finalement. On ne sait plus comment expliquer cette facture. Et puis après, il y a du ressentiment à gauche, à droite. Et puis on a tendance à dire, oui, on distribue, on arrose largement dans un système qui vient en aide aux plus démunis. Ça, on est conscient qu'il le faut. On ne laisse personne au bord de la route. Mais c'est OK, mais la réalité, c'est qu'il faut financer tout ça. Et puis là, de plus en plus, on est pris à la gorge. Oui. Et ça, c'est un phénomène, je le vois partout. Oui. Comme le disait l'ancien conseiller fédéral de la Muraille, il faut tondre le mouton, mais ne pas l'écorcher. On n'en peut plus. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça et puis ponctionner encore davantage la classe moyenne qui crache déjà pas mal au bassinet. On est au bout. On est au bout du bout. Et puis on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Il faut vraiment donner un sérieux coup de frein. Dans cette ambiance, on peut comprendre le rejet des contribuables qui ne paient pas. En gros, les profils sont connus. À Lausanne, par exemple, les jeunes en formation représentent 27% de la catégorie. Les bénéficiaires de l'aide sociale forment le deuxième groupe, 25%. Viennent ensuite les personnes âgées en situation précaire, 18%, les working poor, 14%, les invalides, 6%, et les chômeurs, 5%. Mais y a-t-il un problème de fond à ce qu'une partie de la population paie pour les autres? D'un point de vue technique, le problème est surtout d'avoir des gens qui ne paient pas pour ce qu'ils obtiennent. Vous devriez, dans l'idéal, avoir une adéquation entre le contribuable qui décide des prestations, qui vote des dépenses publiques et qui en assume les conséquences. Le fait d'avoir des contribuables qui peuvent continuer à participer aux décisions, mais qui n'en subiront absolument pas les coûts parce que c'est reporté sur d'autres contribuables, ça n'est pas une situation qui est optimale et saine du point de vue des finances publiques. C'est un peu comme si je vous disais, allez, il y a une catégorie de gens, vous allez entrer dans votre supermarché avec votre caddie, vous le remplissez, mais vous passez pas à la caisse. C'est un peu ça. Alors après, on peut discuter s'il y a des politiques redistributives qui se justifient ou pas, mais sur l'ensemble, avoir un décalage entre l'un et l'autre, ça pose problème. Nous reprenons notre voyage. Après les jeunes en formation, le deuxième groupe de contribuables qui ne payent pas rassemble donc les bénéficiaires de l'aide sociale. Merci, au revoir. Ça vous aide vraiment ce bus? Ah oui, ça alors super. Ça, plus tous les 50% en euros et d'ENR et tout ça, c'est... Moi, je profite de ça, quoi. J'ai le droit, alors pourquoi ne pas en profiter? J'ose vous demander votre situation, comment c'est? Je suis seule, j'ai mon chien, quelques chats,
Et puis, voilà, quoi, je suis au RI, 2500 par mois, ça va vite. Hein. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation? Alors, j'ai eu 2 ans de chômage de 2008 à 2010. Et puis là, comme j'avais pas pu retravailler parce qu'à mon âge, j'en trouve plus, et voilà. Maintenant, je suis au RI. Heureusement qu'il y a ça, parce qu'autrement, on s'en sortirait pas. Heureusement que j'ai pas besoin de la tenir tout le temps. Elle est tellement jolie, je peux le faire. À 59 ans, Evelyne touche le RI, le revenu d'insertion versé par l'aide sociale dans le canton de Vaud. Bonjour. Oui. Mon Dieu, gentil, toi aussi. Ouais, vous venez dire bonjour, hein, c'est bien ça. Alors. Son parcours est chaotique depuis des années. Qu'est-ce que vous avez cherché, par exemple, comme travail? Tout. J'ai fait de la vente par téléphone à l'abeille. J'ai fait ça pendant 3 mois. Je me suis occupée d'au fond chez eux. Une chose que j'ai fait une année, c'était la conciergerie de l'église de Romanel. Et puis après, j'ai pu entrer à la poste. Et puis là, j'ai fait 10 ans. 10 ans? 10 ans. Quelqu'un d'aussi actif que vous imaginiez un jour que vous pourriez avoir besoin de l'aide sociale? Non, jamais. Et quand j'ai dû aller le demander, déjà la première fois que j'étais au chômage, j'avais la honte. Mais la honte. J'ai dit, mais c'est pas croyable. Moi qui peux encore travailler, c'est pas possible. Et quand j'étais aux services sociaux, ils m'ont dit, écoutez, madame, c'est pas votre faute. Vous avez été licenciée pour raison de santé. Ce n'est pas votre faute. Vous n'en pouvez rien. Il faut pas vous culpabiliser parce que vous entrez dans nos fichiers. On va changer les idées, Fifi. C'est une chose que vous entendez, ça? L'aide sociale, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à se débrouiller. Voilà. Oui, je l'entends très souvent. Ah oui? Je l'entends très souvent. Ils sont à l'aide sociale, ouais, ils veulent pas travailler, ouais, c'est pour ça. C'est des flemmards, c'est des fainéants. Je l'ai entendu, mais combien de fois? On est jugé comme ça. Pas par tout le monde, mais il y a une certaine tranche peut-être qui nous juge comme ça. Et peut-être ça. Quelle impression ça vous fait, à vous, qui avez travaillé toute votre vie, de ne pas pouvoir payer d'impôts? Disons que c'est un petit peu... Ouais, c'est triste. J'aimais pas les payer, comme tout le monde. Mais c'est triste quand même de se dire, voilà, maintenant je suis à un tel point que les impôts, je ne paye plus. On n'est pas nécessairement joyeux de tomber du train de l'État. Mais les feignants existent et ils fournissent un carburant électoral de choix à Kevin Granger et ses amis. On le retrouve en compagnie d'un élu du même parti qui s'occupe des finances du canton. Et là, je t'ai imprimé les statistiques du RI. On voit que ça s'est stabilisé un peu, mais on est quand même à 15 500 dossiers de personnes au revenu d'insertion. Et ça, c'est que pour le revenu d'insertion, donc là, on parle que du tiers de l'ensemble de la facture. En fait. Là, c'est des dossiers, voilà, dans le cadre des différentes prestations sociales. Donc, plus de 15 000 dossiers dans le canton de Vaud. 15 000 dossiers de gens qui sont au revenu d'insertion, ouais. Donc là, ça représente plus de personnes. L'ensemble des bénéficiaires, c'est 24 000 personnes. 24 000 personnes. 24 000 personnes qui sont bénéficiaires de revenu d'insertion. Bon, on est un des cantons en Suisse qui avons une des plus grosses factures, en fait. Je pense, ouais, qu'on a le social le plus développé. Le social le plus développé, hein. Ouais. Pour moi, le type qui est au social et puis qu'on lui propose des stages ou comme ça, puis qu'il ne veut même pas lever ce matin pour aller faire son stage, pour essayer de trouver un autre job, c'est bon, on coupe le social. Ça ne sert à rien de leur donner de l'argent s'ils ne veulent pas faire d'efforts pour s'intégrer sur le marché. Bon, ça, c'est un des gros problèmes. C'est pour ça que j'ai vu qu'à Zurich, au Grand Conseil, ils sont intervenus. Je pense que nous, dans le canton de Vaud, on devrait trouver quelque chose pour aller aussi dans ce sens-là. Bon, j'ai vu à Berne ou à Soleure, ils ont introduit des mesures pour baisser les prestations qu'on offre à des gens qui ont du social. D'un coup, sur une période donnée, on baisse de 10%, de 15%, ou les personnes qui sont peu collaboratives. Les attaques de l'UDC contre les profiteurs de l'aide sociale sont fréquentes en Suisse romande, mais en Suisse alémanique, elles sont devenues un sport. Et l'association qui regroupe les institutions d'action sociale, la CSIAS, lui sert de cible parce qu'elle dit comment cet argent doit être distribué dans le pays. Ce n'est pas un conflit entre la CSIAS et l'UDC,
C'est un conflit entre la politique et l'aide sociale, l'État social. Disons que la pauvreté n'est jamais et n'était jamais un sujet aimé par la société. Et donc, il y a toujours la critique combien une personne peut recevoir de l'État. On peut dire qu'à partir des années 70, ça a commencé à changer avec les crises économiques mondiales. Dans les années 90, vous avez eu des développements qui ont produit beaucoup de pauvres, beaucoup de bénéficiaires de l'aide sociale. Et ça, c'est une réaction à la globalisation. Nous voyons des développements sociaux et économiques qui ont changé vraiment le dessin social en Suisse. Étant donné qu'il y a de plus en plus de bénéficiaires, il y a aussi de plus en plus de tricheurs. Comment on fait? Disons, l'abus dans tous les systèmes est à combattre. Ça, c'est évident. L'aide sociale a reconnu le problème et ils ont installé pratiquement dans tous les cantons et beaucoup de communes, ils ont installé des inspecteurs ou bien ils ont renforcé le système de révision et ça, c'est juste. Il fallait gendarmer l'aide sociale. À Lausanne, par exemple, on s'est organisé. En tant que responsable d'un service social, il m'appartient simplement de signaler que oui, c'est encore possible de tricher. Maintenant, ça l'est un certain temps, tôt ou tard, vous serez probablement découvert et il y aura des conséquences. La première, c'est que vous serez appelé à restituer ce que vous avez perçu indûment et puis vous pouvez avoir des conséquences pénales. Chacun sait que l'aide sociale est financée avec les impôts du contribuable. Des personnes se lèvent tôt le matin pour travailler, parfois pour gagner un salaire modeste. Et ces personnes ont le droit de savoir d'avoir cette garantie que les personnes qui sont assistées financièrement par l'État, par la collectivité, sont bien les personnes qui en ont réellement besoin. Vous êtes embêté, handicapé et tout, ça vous empêche d'avoir un job Ouais. En tant que, on va dire, grande épileptique entière à 100%, de 26 ans. Puis on doit finir sa vie comme ça. Eh oui, il y a des gens qui ont moins de chance que d'autres, c'est tout. Voilà. Comme on dit, on choisit pas. Si elle ne payait pas moins cher ses denrées alimentaires, elle ne sortirait pas, quoi. Voilà. Des fois, elle ne mangeait pas. Moi, j'allais la voir, je disais, t'as mangé quoi à midi? Ah, rien, j'avais pas faim. Une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai dit, non, mais maintenant, t'arrêtes tes conneries, quoi. Et puis, comme elle avait la carte pour venir chez vous, j'ai dit, moi, je t'emmène, hein, si tu veux. Donc, j'ai d'abord dit, t'y vas de ton propre chef. Mais c'est bien, ça fait plaisir quand même que vous venez là régulièrement. Ah oui, tout à fait. Hein? Puis à toute prochaine. Hein? À toute prochaine, ouais. Ça, y a pas de souci. Ici, c'est l'entrée principale. On a 300 personnes qui arrivent depuis ici. On a quelqu'un qui est de chez nous qui va être là pour leur remettre à chacun soit un drapeau vaudois, soit un drapeau suisse. Donc les gens rentrent, ils vont s'installer. Il y a un service qui est proposé. J'ai eu l'occasion de pouvoir parler avec beaucoup de responsables d'action sociale dans différentes communes de Suisse romande. Beaucoup me disent on arrivera bientôt plus payé. Beaucoup ont de la crainte pour l'avenir. Il y a 1 ou 2 agents ici, mais s'il y a quoi que ce soit, vous me contactez, moi je descends et je tranche. Est-ce que oui ou non, cette personne peut accéder ou pas? Aujourd'hui, en fait, ce sont des gens qui ne sont pas prêts à le dire publiquement, à le dire haut et fort. Ce sont des gens qui ont aussi peur des conséquences que ça peut avoir. Et on est un petit peu les seuls, à l'heure actuelle, l'UDC, à mettre le point sur la table, à soulever finalement le problème et puis à le poser de manière brute tel qu'il se présente dans la réalité. Oui. On fait un check à 18h20. Si c'est bon pour vous, j'organise mes jeunes. Les questions qui sont posées sont intéressantes. L'utilisation qui en est faite, pour moi, m'est détestable. Mais sur le fond, vous avez effectivement un problème.
Premier problème, c'est la stigmatisation des bénéficiaires de l'aide sociale en raison des 3 ou 5% de bénéficiaires qui abusent. La nature humaine, elle est assez détestable sous cet angle-là, mais les gens voient toujours les 3 ou 5% qui abusent et pas les 95% qui en ont besoin. Votre deuxième problème, c'est évidemment quelle est la liste des dépenses que vous allez prendre en compte dans le calcul du minimum vital qui permettent à ces gens de s'en sortir. Quand vous articulez ces montants-là, à un moment donné, il faut quand même se rendre compte que la vie n'est pas la même à Lausanne, à Genève ou dans la campagne. Puis le troisième problème, c'est le fameux seuil de découragement. Tous les systèmes d'aide sociale, les systèmes nordiques, le système français, ont cette problématique-là. Et pour le moment, il n'y a pas de solution unique, adéquate. S'il y en avait une, elle serait pratiquée. Les attaques visant l'aide sociale inquiètent ceux qui sont en contact avec la précarité. Ce jour-là, le directeur régional de Caritas était dans le bus et il ne cachait pas son impatience. Moi, je regarde ce débat avec beaucoup de crainte parce que ce débat, nous l'avons eu déjà au niveau des assurances sociales. On a trouvé que l'assurance chômage était trop généreuse. On a décidé de l'alléger. Mais les personnes qui n'ont pas réussi à retrouver un emploi se sont retrouvées, elles, à l'aide sociale. On a aussi fait, et on fait ce débat dans les révisions régulières de l'assurance invalidité. À nouveau, on améliore les chiffres, mais pour certaines catégories de personnes aussi, on les glisse à nouveau vers l'aide sociale. Alors ma crainte, c'est que l'aide sociale, c'est vraiment le dernier filet de sécurité que nous avons dans ce pays pour des personnes qui vivent des situations de précarité. Et si on attaque ce filet, il n'y en a pas d'autre, si ce n'est la charité publique ou la charité privée. Le dernier filet ne pèse d'ailleurs pas si lourd. Dans la capitale vaudoise, par exemple, les assistés représentent un quart des contribuables qui ne payent pas, lesquels représentent eux-mêmes un quart de l'ensemble des contribuables. En bonne mathématique, ça nous fait donc 1/16e en tout et pour tout. La mort du petit contribuable est un problème plus large, qui commence avec un changement économique. Ce dont il faut prendre conscience, c'est que depuis la fin des années 80, le contrat de travail ordinaire, à plein temps, avec un salaire mensuel, c'est quelque chose qui est réservé à une partie de la population, mais pour une autre partie, ça n'est plus le statut auquel ils peuvent rêver. Pour une partie de la population, on accède aujourd'hui à du travail à temps partiel imposé, du travail sur appel, du travail temporaire, avec d'importantes fluctuations d'un mois à l'autre, parfois d'une semaine ou d'un jour à l'autre. Clairement, il y a aujourd'hui une partie de la population qu'on appelle les travailleurs pauvres, qui sont des personnes dont les conditions de vie sont objectivement très difficiles. Travail précaire, chômage, il s'est passé quelque chose ici. Il y a 10 ans, le mari et les 2 filles de cette femme travaillaient. Aujourd'hui, tout le monde est sur la touche, pour raison de santé, mais pas seulement. Mon mari s'est retrouvé à 55 ans au chômage. Il était imprimeur, puis il n'a jamais rien retrouvé. Il a 64 ans et puis il ne trouve plus de travail dans les imprimeries. Alors moi, je suis au RI, au social, sans emploi. J'ai travaillé pendant 11 ans à la COP. Fin de droit de chômage, et puis après, je me suis retrouvée au social parce que je ne peux pas divorcer avec un enfant, donc voilà. Vous avez l'impression que le monde a beaucoup changé? Oui, ah oui, alors tout à fait. Oui, parce que moi j'ai mes 2 filles qui sont toutes les 2 au chômage. L'autre de mes filles travaillait dans un grand quotidien à Lausanne et on l'a flanquée dehors, c'était la dernière rentrée, 16 ans de boîte. Elle a 38 ans, ben voilà, elle ne retrouve pas de boulot, elle est aussi dans le métier du journal. Alors vraiment, on est une famille vraiment condamnée. Hein. Mes 2 filles, moi, le monde nous en veut. Mais bon. Vous l'avez aussi ou bien? Parce que j'ai déjà pris. Oui, il y en a un deuxième.
Beaucoup de choses ont changé en Helvétie. Les emplois, mais aussi les familles, le mariage. Pour un rien, le fil casse. Sur ces changements de société, l'UDC vaudois expose un point de vue qui détonne. On se retrouve confronté à des cas de divorce de plus en plus nombreux dans notre pays. Or, les gens, et il faut le dire, je crois qu'il faut avoir le courage de le dire, en fait, la majorité des gens n'ont pas les moyens de s'offrir un divorce. Et donc, on tombe dans le système social. Une décision privée a des influences sur la collectivité. Et là, à mon sens, on est dans une situation qui est extrêmement et moralement difficile. Et il faudrait effectivement se poser la question jusqu'où on ne peut pas, on ne devrait pas pouvoir autoriser des personnes à divorcer si elles n'ont pas les moyens d'assumer leur divorce. Bonsoir mesdames, messieurs. Je me présente, je m'appelle Kevin Grangier, je suis le chef de campagne de l'UDC Vaud pour les élections fédérales du 18 octobre 2015. C'est nous, ce soir, qui devons prendre tous ensemble l'engagement de nous battre pour notre pays de Vaud. Dans un État occidental reconnu comme très compétitif, on devrait pouvoir laisser certaines libertés, mais laissons cela. On ne sait toujours pas comment ce pays riche, dont les salaires sont enviés de tout le continent, peut avoir autant de gens trop pauvres pour payer des impôts. Dominique Giteau a son idée. Tout a renchéri, les salaires n'ont pas suivi. Mon salaire à moi a évolué de 20% en 30 ans. Vous voyez, donc c'est très peu par rapport à l'augmentation du coût de la vie. Donc c'est un peu là où le bas blesse. Moi je vois mes parents qui gagnaient, à eux deux, gagnaient 4 000 francs, ils arrivaient à mettre 1 000 francs de côté. Alors demandez voir à un couple qui gagne 4 000 francs, qu'est-ce qu'ils arrivent à mettre de côté aujourd'hui? On est sur la bonne piste. Le coût de la vie a rendu la vie impossible à beaucoup de gens, surtout dans les grandes villes, et le fisc a dû accepter des déductions. Taxation, Madame Désière, bonjour. Alors, votre numéro de contribuable, s'il vous plaît. Un exemple. À Genève, un conjoint marié avec 2 enfants qui gagne 76 000 francs bruts par an ne paye pas d'impôt s'il est le seul du ménage à travailler. Pourtant, le seuil de taxation est nettement plus bas, à 17 500 francs. Explication. Il peut déduire ses contributions sociales, AVS, LPP, etc., soit environ 10 000 francs. Ses primes d'assurance, quelques 11 000 francs. Des charges de famille de 10 000 francs par enfant, soit ici 20 000 francs. Reste 35 000 francs, mais pour ne pas désavantager les couples mariés, Genève a introduit le splitting intégral. Le revenu du ménage est considéré comme la somme de 2 demi-salaires de 17 500 francs. Ainsi s'explique l'exonération d'une large tranche de contribuables. Et cette proportion a tendance à augmenter. Elle était de 28% il y a une dizaine d'années, elle est de 34% actuellement. Mais c'est qu'il y a toute une histoire politique derrière, ça s'est pas fait en un jour, toutes ces déductions. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai pas en mémoire tout l'historique, mais ce système, le système fiscal résulte effectivement d'un certain nombre de choix politiques à un moment ou à un autre. Voilà, c'est un système fiscal, c'est quelque chose qui évolue, mais le peuple se détermine toujours sur ces questions-là. Et au gré de ces déterminations au cours des ans, eh bien, on est arrivé à un système qui est celui qu'on connaît aujourd'hui, qui revêt, à mon sens, quand même, quelques problèmes qu'il conviendrait peut-être, même certainement, de corriger à l'avenir. Dans la première ville vaudoise, les chiffres diffèrent, mais la méthode est la même. On allège le budget des petits ménages avec des déductions qui remplissent ainsi un rôle d'aide sociale. C'est probablement juste de commencer par alléger l'impôt pour les ménages de conditions modestes,
plutôt que de maintenir l'impôt et puis par ailleurs de verser de l'aide. Parce que dès que vous devez intervenir, verser une aide financière à un ménage, vous devez évidemment contrôler. Vous devez avoir un appareil administratif relativement conséquent qui vient contrôler qu'il y a bien indigence, que la composition du ménage annoncé correspond bien à la réalité, alors que alléger les charges avant d'en arriver à l'assistance est quelque chose de beaucoup plus simple. Reste un sérieux problème. Pour reprendre notre exemple avec un salaire de 76 000 francs, notre contribuable gagne quelques 6 000 francs par mois, c'est-à-dire grosso modo le salaire médian, le salaire de monsieur tout le monde. Dans la mesure où cet exemple marque une tendance, il faudrait se préparer à une Suisse dans laquelle monsieur tout le monde ne paye plus d'impôts. Or, ce n'est pas rien de contribuer. Ceux qui payent encore peuvent vous le dire. Nous sommes 7 dans la famille, ça veut dire 5 enfants et puis et moi et mon mari, ça fait 7 presque. J'ose vous demander quel type de travail il a? Alors, il fait le gruyère suisse, il travaille à Chopra. Depuis 16 ans, à peu près, ça fait maintenant. Il touche par mois à peu près 4 000 francs. Après, on a les locations familiales aussi, ça aide beaucoup. Le loyer, ça nous aide parce que c'est pas trop cher non plus. Alors, ça va, on s'en sort bien. Certaines personnes nous ont dit c'est important de payer des impôts même quand on a peu d'argent. Exactement. Ouais. De toute façon, les impôts, ça aide aussi à construire. Et puis, autant tu vis aussi, c'est normal que tu payes les impôts. C'est quelque chose, je trouve, très normal. Les 6. Voilà, les 6. Alors, je pose là. Voilà, oui. Alors, 9 francs. Par mois, maintenant, on paye 27 francs. Ça va. Ça va. Oui. Au contraire, je me sens bien quand je paye les impôts. Mais pas trop, bien sûr, mais c'est important, je trouve. On ne s'en rend pas toujours compte, mais le fait d'être un contribuable actif vous confère une dignité. Une dimension qui remonte à la naissance de l'État démocratique moderne. L'impôt est aussi une partie du lien social. C'est une manière d'être reconnu. Et je pense en effet que les personnes qui ne payent pas d'impôt sont dans une situation où ils ont l'impression d'être peut-être pas en tout cas d'être des citoyens qui ne sont pas complètement dans la totalité de leurs droits. Au point que, par exemple, on a toujours un doute parmi les personnes qui sont à l'aide sociale en particulier, on a un doute sur le droit qu'ont ces personnes d'élire ou de participer à des scrutins. Alors, c'est une idée qui nous vient en particulier de l'État libéral au XIXe siècle, où le fait d'être citoyen relevait du principe précisément de la fiscalité. Celui qui contribuait devenait citoyen, et donc il avait aussi le droit de vote. C'est ce qu'on appelait le droit de vote censitaire, c'est-à-dire c'est le sens électoral, ne pouvaient voter, ne pouvaient être élus que des personnes qui contribuaient au ménage fiscal de façon générale. On met à plat. Payer vous donne des droits, ne pas pouvoir payer vous les retire. C'est vrai des impôts comme de beaucoup d'autres choses. Dans le bus de Caritas, on y fait très attention. Là, tu vois, ça monte. On achète 1 franc le kilo, on revend 1 franc le kilo. À côté, c'est quoi? C'est des citrons? Donc on ne fait aucun bénéfice dessus. Le but, c'est pour que les gens puissent se procurer ces produits qui, dans les autres magasins, leur reviendraient peut-être un peu trop cher, puis qui se rueraient plutôt sur les conserves ou voire éventuellement du congelé. Et les poires. Par contre, si vous avez des invendus, vous les donnez? Non. On ne donne rien. La personne, elle vient ici, c'est une personne à part entière. Pour moi, c'est pas une personne à peu de revenus, même si c'est le cas. Pour moi, c'est une cliente comme serait une cliente dans une autre épicerie. Je crois que c'est plus gratifiant qu'elle sorte l'argent de son porte-monnaie pour payer des produits, être contente d'avoir eu ces produits. Et moi, je crois que les gens, ils se rendent compte et puis ils sont quelque part. Tiens, on peut encore acheter, on arrive à encore acheter, on n'est pas encore arrivé au point où on doit nous donner.
L'augmentation du coût de la vie n'a pas déprécié que les salaires, elle a aussi déprécié les salariés. La chute des petits contribuables est un drame social. Le fait qu'aujourd'hui, on ait une part relativement importante de citoyens, on parle d'un tiers par exemple à Genève, qui ne payent pas d'impôts directs, montre que l'intégration d'une couche importante de la population ne se fait pas. Alors, c'est des gens qui participent pas ou qui n'ont plus la possibilité de participer et surtout pas le sentiment de participer au développement, aux richesses qui sont produites. Et je pense qu'il peut y avoir des détonations politiques. Quand on se sent plus participer du mécanisme général, ça peut donner le sens qu'on est mis à l'écart, qu'on est exclu. Une détonation politique a déjà eu lieu. Le 9 février 2014, la Suisse dénonçait ses accords avec l'Union européenne et le pays s'engageait dans un repli économique sur la foi de ses droites de la droite, y compris en Suisse romande. On a voulu doper notre économie avec la libre circulation des personnes et un des éléments une des conséquences collatérales de cette ouverture, c'était de mettre tous les travailleurs suisses, notamment sur l'arc lémanique, en concurrence avec une concurrence féroce avec des travailleurs de toute l'Europe. On est dans une économie qui se développe à partir d'une production à forte valeur ajoutée. On a besoin de personnel hautement qualifié, quitte à aller le chercher au-delà de nos frontières. Et puis, dans notre pays, dans nos villes, un certain nombre de personnes peu qualifiées, parfois aussi même peu scolarisées, ont des difficultés évidemment à trouver leur place et à trouver un vrai job qui leur permette de gagner leur vie. Démocratie directe, ça gêne les bêtises des politiciens. Je suis donc plutôt favorable à ce que notre économie soit peut-être moins dopée par du personnel venu de l'étranger, mais qu'elle permette aux gens qui sont nés ici, qui vivent ici, de pouvoir vivre de leur salaire, même si leur salaire c'est 4 000, 4 500 francs par mois. Et là, on se retrouve dans une économie à échelle humaine qui a fait le succès de la Suisse. Est meilleur que presque tous les autres pays du monde. On referme les frontières et puis alors on pourrait avoir des gens moins compétents qui trouvent du travail. C'est quand même une économie plus faible que vous allez fabriquer là. Je ne vais pas prophétiser ce que l'avenir de la Suisse sera, je l'ignore. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, notre économie très dynamique peut se permettre de plus en plus de gens en marge de la société. Et ça, par contre, une certitude, c'est que ça ne peut pas durer. Ah, le gros salaire suisse de 4 000 francs, qui faisait vivre une famille entière. Comment ne pas croire à son retour? Hélas, aujourd'hui, le salaire médian est à 6 000 francs et il suffit à peine à payer des charges incompressibles. La capacité que les gens ont à faire face à leurs obligations avec un salaire moyen en Suisse, cette capacité est surestimée. Et donc, on a l'impression qu'avec des salaires numériquement importants, on peut faire face et on voit qu'une partie de plus en plus importante de la population n'y arrive pas. Le prix des loyers, mais le prix également des denrées alimentaires, le prix de tous les services est un prix qui est fortement surévalué par rapport au reste des pays européens. Et donc cette partie moyenne de la population se retrouve à devoir beaucoup contribuer à des charges fixes. On pense par exemple aux charges de l'assurance maladie. Et à la fin du mois, vous avez l'impression effectivement d'avoir un emploi, de gagner bien votre vie, mais en même temps de ne pas pouvoir faire face à l'ensemble de vos engagements financiers. Les prix élevés sont une spécialité suisse. Il est peu probable qu'en se refermant, le pays perde ses vieilles habitudes. Le seul bienfait de la nostalgie est de vous apporter un moment de réconfort. Pendant que le parti de Kevin Grangier communie,
Dominique Giteau continue. Il n'est pas seulement épicier, chauffeur, il doit également s'occuper de ces aides qui sont envoyées par les offices de placement. Mais des fois, il faut quand même contrôler. Ouais. Non, raisin, citron, vous m'avez dit quelque chose. Ce sont des personnes qui travaillent avec moi. Actuellement, c'est des personnes qui sont sans travail. En venant chez nous, ils reprennent un rythme, ils reprennent le goût au travail et ça leur permettrait peut-être par la suite de trouver plus facilement un emploi. C'est tout bon, j'ai déjà calculé. Bon, Ouais. d'accord. Ils apprécient aussi le fait que je leur donne des responsabilités. C'est pas que des pions que je bouge à gauche à droite. Je leur laisse aussi des initiatives. Après, je juge si oui ou non c'est correct ou pas. Voilà, 50. Pardon. Merci. À la prochaine. Bon après-midi. L'intégration, on y tient vraiment chez Caritas. Et pour aller jusqu'au bout de cette volonté, on pense ici que la précarité devrait payer des impôts. Le montant n'est pas important, mais je trouverais essentiel que même les personnes qui sont aujourd'hui à l'assistance publique puissent aussi participer à l'effort de l'impôt. Alors, peu importe le montant, mais ce qui est important pour moi, c'est que la personne puisse se dire « je suis votre égal, alors je n'ai pas votre chance ou je ne suis pas dans la même situation de revenu que vous, mais j'ai les mêmes devoirs et je participe à l'effort collectif en payant mon impôt ». L'idée d'un impôt symbolique minimal fait son chemin. Le Jura vote dessus, Vaud en a parlé, Fribourg l'a réintroduit. Encore faudrait-il que chaque sou versé au pot commun soit bien compris de chacun. Pas sûr qu'on perçoive aujourd'hui toute la dimension collective de la chose. Au départ, l'idée de l'impôt, elle est fortement connectée avec le lien social. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. En tout cas, dans mon esprit, et peut-être dans l'esprit de beaucoup de jeunes, on ne voit plus ce lien entre les impôts et le lien social. Si je remplis ma déclaration d'impôt, je ne suis pas dans « Ah, je remplis ma déclaration d'impôt parce que comme ça, il y a des gens autour de moi qui pourront profiter d'une part de mon salaire et à qui ça pourra aider. » Je pense que plus personne n'est dans cette logique-là quand il remplit ses impôts. L'État est trop loin, c'est trop abstrait. Oui, c'est trop abstrait. Et puis, parce qu'on ne voit jamais, on n'est jamais au courant de qu'est-ce qu'on fait avec cet argent. Enfin, Quand vous montez dans le bus, vous dites pas ça a été payé par l'État? Non, peut-être que c'est le cas, mais on ne se le dit pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne me le dis pas. Et pourtant, un jour prochain, elle payera. L'histoire de l'impôt direct est une drôle d'histoire. Au demeurant, c'est une histoire de sous et une histoire de symboles. Pour les sous, l'État connaît 1000 autres façons d'en percevoir, la TVA par exemple. Personne n'y échappe. Reste le symbole. Sur ce plan, la mort du petit contribuable n'est pas une bonne nouvelle. Elle menace la cohésion sociale. Alors que pensez-vous de ce phénomène, de cet écart grandissant entre ceux qui ne paient plus leurs impôts et ceux qui en paient pour les autres? Faites-vous confiance aux autorités pour traquer les abus? Et vous-même, avez-vous des questions pratiques sur vos impôts? Nous avons la chance d'avoir un expert en ligne. Il s'agit de Maître Dioum Lassana. Il est avocat spécialisé en fiscalité chez Budin et Associés à Genève. Attention, il ne remplira pas votre déclaration en ligne, mais répondra volontiers à vos questions. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt. Un peu plus de Suisse dans le monde et le monde irait un peu moins mal. Tout auréolé de son titre de Suisse de l'année, le conseiller fédéral Didier Burkhalter avait lâché cette phrase d'une prétention plutôt inhabituelle au terme de son année de présidence. Une équipe de temps présent a pris le ministre au mot et elle est partie au Liban, un pays en grande difficulté depuis qu'il accueille plus d'1 million de réfugiés syriens. Nous avons voulu vérifier ce que la Suisse y faisait vraiment. Un impôt symbolique minimal fait son chemin. Le Jura vote dessus, Vaud en a parlé, Fribourg l'a réintroduit.
Encore faudrait-il que chaque sou versé au pot commun soit bien compris de chacun. Pas sûr qu'on perçoive aujourd'hui toute la dimension collective de la chose. Au départ, l'idée de l'impôt, elle est fortement connectée avec le lien social. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. En tout cas, dans mon esprit, et peut-être dans l'esprit de beaucoup de jeunes, on ne voit plus ce lien entre les impôts et le lien social. Si je remplis ma déclaration d'impôt, je ne suis pas dans « Ah, je remplis ma déclaration d'impôt parce que comme ça, il y a des gens autour de moi qui pourront profiter d'une part de mon salaire et à qui ça pourra aider. » Je pense que plus personne n'est dans cette logique-là quand il remplit ses impôts. L'État est trop loin, c'est trop abstrait. Oui, c'est trop abstrait. Et puis, parce qu'on ne voit jamais, on n'est jamais au courant de qu'est-ce qu'on fait avec cet argent. Enfin, Quand vous montez dans le bus, vous ne dites pas « ça a été payé par l'État » ? Non, peut-être que c'est le cas, mais on ne se le dit pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne me le dis pas. Et pourtant, un jour prochain, elle payera. L'histoire de l'impôt direct est une drôle d'histoire. Au demeurant, c'est une histoire de sous et une histoire de symboles. Pour les sous, l'État connaît 1000 autres façons d'en percevoir, la TVA par exemple. Personne n'y échappe. Reste le symbole. Sur ce plan, la mort du petit contribuable n'est pas une bonne nouvelle. Elle menace la cohésion sociale. Alors que pensez-vous de ce phénomène, de cet écart grandissant entre ceux qui ne paient plus leurs impôts et ceux qui en paient pour les autres? Faites-vous confiance aux autorités pour traquer les abus? Et vous-même, avez-vous des questions pratiques sur vos impôts? Nous avons la chance d'avoir un expert en ligne. Il s'agit de Maître Dioum Lassana. Il est avocat spécialisé en fiscalité chez Budin et Associés à Genève. Attention, il ne remplira pas votre déclaration en ligne, mais répondra volontiers à vos questions. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt. Un peu plus de Suisse dans le monde et le monde irait un peu moins mal. Tout auréolé de son titre de Suisse de l'année, le conseiller fédéral Didier Bourcalter avait lâché cette phrase d'une prétention plutôt inhabituelle au terme de son année de présidence. Une équipe de temps présent a pris le ministre au mot et elle est partie au Liban, un pays en grande difficulté depuis qu'il accueille plus d'1 million de réfugiés syriens. Nous avons voulu vérifier ce que la Suisse y faisait vraiment. Fait 26 francs 45, s'il vous plaît. Tous les mercredis alors? Tous les mercredis après-midi, normalement, quand j'ai pas de soucis avec le bus, à partir de 13h30. Ouais, jusqu'à 16h15, on dira. D'accord. Comme ça nous laisse 10 minutes pour ranger, pour partir. D'accord. Hein? Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais vous donner le ticket encore. C'est important pour vous de trouver des choses bon marché? Oh oui, bien sûr. Je suis très serrée financièrement parce que ma pension a augmenté un petit peu et puis depuis là, j'ai un retard d'impôt. Et puis un solde d'impôt, alors il faut économiser de tous les coins. Juste pour avoir une idée, vous avez combien par mois pour vivre? Pour vivre, ce qui me reste quand j'ai fait les paiements, ou bien oui. 300-400 francs. Alors là, c'est sûr que c'est pas beaucoup. Non, c'est pas assez. Maggie a une voiture et un logement, grâce au soutien de sa famille. Elle paye encore des impôts, elle n'est pas tombée du train, mais elle tutoie la trappe depuis ce jour il y a près de 20 ans où la maladie l'a fauchée. Un problème de thyroïde. Tous ceux qui me connaissaient avant ne me reconnaissaient pas. Je faisais plus rien, je ne peux même plus écrire. Donc je ne peux plus faire à manger, je ne pouvais plus rien. C'est mes enfants qui faisaient tout à la maison. Je pense que j'ai eu un tel coup à l'époque que je ne serai jamais plus comme une femme de mon âge. Depuis 44 ans, je suis comme une vieille de 80 ans. Le physique. Vous vous sentez comme ça? Ah oui, ouais. Alors, puis ensuite j'ai eu un cancer du sein en 2007. Ça n'a pas arrangé les choses parce qu'on passe aussi quand même par des moments psychologiques pas très faciles. Maggie prendra 5 ans pour remonter la pente. Son couple n'y a pas résisté. Elle divorce à l'amiable, obtient une pension de 2000 francs par mois qu'elle complète par un salaire de serveuse. Mais elle perd cet emploi et n'en retrouvera plus d'autres.
Lorsque son ex-mari, pour l'aider, accroît sa pension, le fisc dégaine une augmentation et un rattrapage. Vous trouvez que les petits revenus payent trop d'impôts? Oui, oui, tout à fait. Il devrait y avoir un minimum où on ne paye pas d'impôts. Parce que nous donner d'un côté pour nous reprendre de l'autre, ça ne vaut pas la peine. C'est du changement d'argent de place, c'est tout. Au fond, pendant toutes les années où vous étiez mariés, c'était pas un souci, tout ça? Les impôts, l'argent, ça allait plus ou moins? On payait pas mal d'impôts parce qu'on travaillait les deux, donc moi je travaillais aussi quand même pas mal, j'avais aussi un joli salaire. Mais on payait en conséquence, mais par rapport à des salaires plus élevés. En Suisse romande, mais en Suisse alémanique, elles sont devenues un sport. Et l'association qui regroupe les institutions d'action sociale, la CSIAS, lui sert de cible parce qu'elle dit comment cet argent doit être distribué dans le pays. Ce n'est pas un conflit entre la CSIAS et l'UDC, c'est un conflit entre la politique et l'aide sociale, l'État social. Disons que la pauvreté n'est jamais et n'était jamais un sujet aimé par la société. Et donc, il y a toujours la critique combien une personne peut recevoir de l'État. On peut dire qu'à partir des années 70, ça a commencé à changer avec les crises économiques mondiales. Dans les années 90, vous avez eu des développements qui ont produit beaucoup de pauvres, beaucoup de bénéficiaires de l'aide sociale. Et ça, c'est une réaction à la globalisation. Nous voyons des développements sociaux et économiques qui ont changé vraiment le dessin social en Suisse. Étant donné qu'il y a de plus en plus de bénéficiaires, il y a aussi de plus en plus de tricheurs. Comment on fait? Disons, l'abus dans tous les systèmes est à combattre. Ça, c'est évident. L'aide sociale a reconnu le problème et ils ont installé pratiquement dans tous les cantons et beaucoup de communes, ils ont installé des inspecteurs ou bien ils ont renforcé le système de révision et ça, c'est juste. Il fallait gendarmer l'aide sociale. À Lausanne, par exemple, on s'est organisé. En tant que responsable d'un service social, il m'appartient simplement de signaler que oui, c'est encore possible de tricher. Maintenant, ça l'est un certain temps, tôt ou tard, vous serez probablement découvert et il y aura des conséquences. La première, c'est que vous serez appelé à restituer ce que vous avez perçu indûment, et puis vous pouvez avoir des conséquences pénales. Chacun sait que l'aide sociale est financée avec les impôts du contribuable. Des personnes se lèvent tôt le matin pour travailler, parfois pour gagner un salaire modeste. Et ces personnes ont le droit de savoir d'avoir cette garantie que les personnes qui sont assistées financièrement par l'État, par la collectivité, sont bien les personnes qui en ont réellement besoin. Vous êtes embêté, handicapé et tout, ça vous empêche d'avoir un job Notre économie soit peut-être moins 2 pays par du personnel venu de l'étranger, mais qu'elle permette aux gens qui sont nés ici, qui vivent ici, de pouvoir vivre de leur salaire, même si leur salaire c'est 4 000, 4 500 francs par mois. Et là, on se retrouve dans une économie à échelle humaine qui a fait le succès de la Suisse. Est meilleur que presque tous les autres pays du monde. On referme les frontières et puis alors, on pourrait avoir des gens moins compétents qui trouvent du travail. C'est quand même une économie plus faible que vous allez fabriquer là. Je ne vais pas prophétiser ce que l'avenir de la Suisse sera, je l'ignore. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, notre économie très dynamique peut se permettre de plus en plus de gens en marge de la société. Et ça, par contre, une certitude, c'est que ça ne peut pas durer. Ah, le gros salaire suisse de 4 000 francs, qui faisait vivre une famille entière. Comment ne pas croire à son retour? Hélas, aujourd'hui, le salaire médian est à 6 000 francs et il suffit à peine à payer des charges incompressibles. La capacité que les gens ont
à faire face à leurs obligations avec un salaire moyen en Suisse, cette capacité est surestimée. Et donc, on a l'impression qu'avec des salaires numériquement importants, on peut faire face et on voit qu'une partie de plus en plus importante de la population n'y arrive pas. Le prix des loyers, mais le prix également des denrées alimentaires, le prix de tous les services est un prix qui est fortement surévalué par rapport au reste des pays européens. Et donc cette partie moyenne de la population se retrouve à devoir beaucoup contribuer à des charges fixes. On pense par exemple aux charges de l'assurance maladie. Et à la fin du mois, vous avez l'impression effectivement d'avoir un emploi, de gagner bien votre vie, mais en même temps de ne pas pouvoir faire face à l'ensemble de vos engagements financiers. Les prix élevés sont une spécialité suisse. Il est peu probable qu'en se refermant, le pays perde ses vieilles habitudes. Le seul bienfait de la nostalgie est de vous apporter un moment de réconfort. Pendant que le parti de Kevin Grangier communie, Dominique Giteau continue. Il n'est pas seulement épicier, chauffeur, il doit également s'occuper de ses aides qui sont envoyées par les offices de placement. Mais des fois, il faut quand même contrôler. Ouais. Non, raisin, citron, vous m'avez dit quelque chose. Ce sont des personnes qui travaillent avec moi. Actuellement, c'est des personnes qui sont sans travail. En venant chez nous, ils reprennent un rythme, ils reprennent le goût au travail et ça leur... Le modèle social tel qu'on le connaît dans notre pays et qu'il devient nécessaire de le revoir, de le réinventer. Au même moment, dans la même région, Dominique Giteau se prépare à un autre voyage. Caritas lui a confié le volant de ce bus épicerie qui va de ville en ville apportant des aliments bon marché à ceux qui n'ont plus les moyens de s'offrir le standard suisse. Ça peut emmener tout le monde. Hein. On peut avoir une personne qui a une situation aisée et tout, et puis pour des raisons ou une autre se trouve avec des difficultés et qu'ils n'arrivent pas à remonter la pente. Le Suisse pauvre demeure une abstraction pour certains. Mais les données révélées cet hiver dévoilent une réalité insoupçonnée. Avec des salaires apparemment respectables, beaucoup d'Helvètes se retrouvent en dessous des seuils de taxation. Dans la Suisse romande des contribuables, 23% des Vaudois, 25% des Jurassiens, 34% des Genevois ne paient rien, et leur nombre augmente. Les uns après les autres, les petits contribuables tombent du train de l'État. Qui sont-ils au juste, ceux qui ne paient pas d'impôts directs? Le bus de Caritas voyage au pays de cette espèce menacée. Parmi ses clients, il y a ceux qui ne paient plus et ceux qui paient encore un peu. Ça ne fait pas 2 mois qu'il roule, ce bus est une nouveauté, et déjà on l'attend de pied ferme, même si on cherche la discrétion, la plupart des clients refuseront d'être filmés. Oui, bonjour madame. Bonjour, j'aimerais bien faire une carte, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Si vous avez la décision de l'OVAM, oui. Office vaudois Alors voilà. de l'assurance maladie. Ah oui, voilà, super. Une pièce d'identité et puis une petite photo. Une photo, pareil. Oh, je vous la fais de suite. D'accord. D'accord. Alors, mais seulement... Ça, c'est mon bureau provisoire. Pour accéder aux produits, il faut faire la preuve de sa situation. Montrer que l'État vous aide à payer vos assurances. Alors, la décision d'OVAM, j'ai besoin pour son numéro. Ouais. Les subsides d'assurance maladie représentent un critère large qui donne une première idée du nombre d'Helvètes ayant besoin d'un coup de pouce. En comptant les enfants, ils sont 2,6 millions. Un tiers de la population, le premier cercle de la précarité. Ici. Oui. Ainsi s'explique l'exonération d'une large tranche de contribuables.
Et cette proportion a tendance à augmenter. Elle était de 28% il y a une dizaine d'années, elle est de 34% actuellement. Mais c'est qu'il y a toute une histoire politique derrière, ça s'est pas fait en un jour, toutes ces déductions. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai pas en mémoire tout l'historique, mais ce système, le système fiscal, résulte effectivement d'un certain nombre de choix politiques à un moment ou à un autre. Voilà, c'est un système fiscal, c'est quelque chose qui évolue, mais le peuple se détermine toujours sur ces questions-là. Et au gré de ces déterminations au cours des ans, eh bien, on est arrivé à un système qui est celui qu'on connaît aujourd'hui, qui revêt, à mon sens, quand même, quelques problèmes qu'il conviendrait peut-être, même certainement, de corriger à l'avenir. Dans la première ville vaudoise, les chiffres diffèrent, mais la méthode est la même. On allège le budget des petits ménages avec des déductions qui remplissent ainsi un rôle d'aide sociale. C'est probablement juste de commencer par alléger l'impôt pour les ménages de conditions modestes plutôt que de maintenir l'impôt et puis par ailleurs de verser de l'aide. Parce que dès que vous devez intervenir, verser une aide financière à un ménage, vous devez évidemment contrôler. Vous devez avoir un appareil administratif relativement conséquent qui vient contrôler qu'il y a bien indigence, que la composition du ménage annoncé correspond bien à la réalité, alors que alléger les charges avant d'en arriver à l'assistance est quelque chose de beaucoup plus simple. Reste un sérieux problème. Pour reprendre notre exemple avec un salaire de 76 000 francs, notre contribuable gagne quelques 6 000 francs par mois, c'est-à-dire grosso modo le salaire médian, le salaire de monsieur tout le monde. Dans la mesure où cet exemple marque une tendance, il faudrait se préparer à une Suisse dans laquelle monsieur tout le monde ne paye plus d'impôts. Or, ce n'est pas rien de contribuer. Ceux qui payent encore peuvent vous le dire. Nous sommes 7 dans la famille, ça veut dire 5 enfants et puis et moi et mon mari, ça fait 7 presque. J'ose vous demander quel type de travail il a? Alors, il fait le gruyère suisse, il travaille à Chopra. Depuis 16 ans à peu près, ça fait maintenant. Il touche par mois à peu près 4 000 francs, après on a les locations familiales. Sociaux, ce qu'on appelle des cas sociaux, qu'on peut trouver plutôt en ville. À ma connaissance, on n'en a pratiquement pas. Et puis des gens qui bénéficient de subventions sociales, on en a bien entendu quelques-uns qui ont droit à des prestations complémentaires. On sait qu'on participe à l'effort cantonal avec ce système péréquatif. C'est quand même un bel effort. Enfin, en résumé, on voit que le Conseil d'État, enfin notre majorité de gauche au Conseil d'État est très généreux. C'est l'arrosoir social. Oui. Et la facture finalement. On ne sait plus comment expliquer cette facture. Et puis après, il y a du ressentiment à gauche, à droite, et puis on a tendance à dire oui, on distribue, on arrose largement dans un système qui vient en aide aux plus démunis. Ça, on est conscient qu'il le faut, on ne laisse personne au bord de la route. Mais c'est ok, mais la réalité c'est qu'il faut financer tout ça, et puis là, de plus en plus on est pris à la gorge, et ça c'est un phénomène, je le vois partout. Oui. Comme le disait l'ancien conseiller fédéral de la Muraille, il faut tondre le mouton, mais ne pas l'écorcher. On n'en peut plus. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça et puis ponctionner encore davantage la classe moyenne qui crache déjà pas mal au bassinet. On est au bout. On est au bout du bout. Et puis on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Il faut vraiment donner un sérieux coup de frein. Dans cette ambiance, on peut comprendre le rejet des contribuables qui ne paient pas. En gros, les profils sont connus. À Lausanne, par exemple, les jeunes en formation représentent 27% de la catégorie. Les bénéficiaires de l'aide sociale forment le deuxième groupe, 25%. Viennent ensuite les personnes âgées en situation précaire, 18%, les working poor, 14%, les invalides, 6%, et les chômeurs, 5%. Mais y a-t-il un problème de fond à ce qu'une partie de la population paie pour les autres? D'un point de vue technique, le problème est surtout d'avoir des gens qui ne paient pas pour ce qu'ils obtiennent.
Vous devriez, dans l'idéal, avoir une adéquation entre le contribuable qui décide des prestations, qui vote des dépenses publiques et qui en assume les conséquences. Le fait d'avoir des contribuables qui peuvent continuer à participer aux décisions, mais qui n'en subiront absolument pas les coûts parce que c'est reporté sur d'autres contribuables, ça n'est pas une situation qui est optimale et saine du point de vue des finances publiques. C'est un peu comme si je vous disais, allez, il y a une catégorie de gens, vous allez entrer dans votre supermarché avec votre caddie, vous le remplissez, mais vous passez pas à la caisse. C'est un peu ça. Alors après, on peut discuter s'il y a des politiques redistributives qui se justifient ou pas, mais sur l'ensemble, avoir un décalage entre l'un et l'autre, ça pose problème. L'impôt est aussi une partie du lien social. C'est une manière d'être reconnu. Et je pense en effet que les personnes qui ne payent pas d'impôt sont dans une situation où ils ont l'impression d'être peut-être pas en tout cas d'être des citoyens qui ne sont pas complètement dans la totalité de leurs droits. Au point que, par exemple, on a toujours un doute parmi les personnes qui sont à l'aide sociale en particulier, on a un doute sur le droit qu'ont ces personnes d'élire ou de participer à des scrutins. Alors, c'est une idée qui nous vient en particulier de l'État libéral au XIXe siècle, où le fait d'être citoyen relevait du principe précisément de la fiscalité. Celui qui contribuait devenait citoyen, et donc il avait aussi le droit de vote. C'est ce qu'on appelait le droit de vote censitaire, c'est-à-dire c'est le sens électoral, ne pouvaient voter, ne pouvaient être élus que des personnes qui contribuaient au ménage fiscal de façon générale. On remet à plat. Payer vous donne des droits, ne pas pouvoir payer vous les retire. C'est vrai des impôts comme de beaucoup d'autres choses. Dans le bus de Caritas, on y fait très attention. Là, tu vois, ça monte. On achète 1 franc de kilo, on revend 1 franc de kilo. À côté, c'est quoi? C'est des citrons. Donc on ne fait aucun bénéfice dessus. Le but, c'est pour que les gens puissent se procurer ces produits qui, dans les autres magasins, leur reviendraient peut-être un peu trop cher, puis qui se rueraient plutôt sur les conserves ou voire éventuellement du congelé. Et les poires. Par contre, si vous avez des invendus, vous les donnez? Non. On ne donne rien. La personne, elle vient ici, c'est une personne à part entière. Pour moi, c'est pas une personne à peu de revenus, même si c'est le cas. Pour moi, c'est une cliente comme serait une cliente dans une autre épicerie. Je crois que c'est plus gratifiant qu'elle sorte l'argent de son porte-monnaie pour payer des produits, être contente d'avoir eu ces produits. Et moi, je crois que les gens, ils se rendent compte et puis ils sont quelque part. Tiens, on peut encore acheter, on arrive encore à acheter, on n'est pas encore arrivé au point où on doit nous donner. L'augmentation du coût de la vie n'a pas déprécié que les salaires, elle a aussi déprécié les salariés. La chute des petits contribuables est un drame social. Le fait qu'aujourd'hui, on ait une part relativement importante de citoyens, on parle d'un tiers par exemple à Genève, qui ne payent pas d'impôts directs, montre que l'intégration d'une couche importante de la population ne se fait pas. Alors, c'est des gens qui participent pas ou qui n'ont plus la... Il est non urgent que tous les milieux qui se disent responsables dans notre pays cessent de s'aveugler vis-à-vis de cette situation. Parmi les gens dont son parti se méfie, il y a les étudiants. Les étudiants coûtent cher à la collectivité et ils ne payent pas d'impôts. Ce n'est pas qu'ils soient tombés du train, ils n'y sont pas encore montés. Une nuance importante pour Elena, qui nous voyait venir. Première chose que je me suis dit, c'est je vais devoir me justifier de ne pas payer d'impôts. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne veux pas faire, en fait. Quand vous m'avez annoncé votre sujet, je me suis dit, voilà, c'est la vilaine étudiante flemmarde qui fait la fête tout le temps, qui ne paye pas d'impôts, et on va aller... Enfin, j'ai pas envie de rentrer dans un discours de légitimation. Il faut dire qu'Elena est une étudiante un peu spéciale. Elle a un pied dans la vie active depuis sa majorité. J'ai une éducation comme ça où mes parents, alors j'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours eu ce dont j'avais besoin, mais ensuite tout ce qui était, on va dire, un peu extra.
eh ben, c'est toujours d'ailleurs à moi en fait de travailler pour l'obtenir. 142, c'est bon? Oui. Actuellement, vous faites combien par mois en moyenne? Ça varie entre 900 francs et 1200 francs, en fonction du nombre d'heures que je fais. Mais ça me suffit en fait, c'est juste ce qui me suffit. Vos parents prennent quoi en charge? Mes parents prennent en charge ma scolarité, donc ma taxe universitaire, et mon assurance maladie. Et je précise aussi qu'ils continuent à me donner 200 francs par mois. Reste qu'avant l'âge de 26 ans, on ne la verra pas pleinement active. La durée des études n'en finit pas de s'allonger. Vous avez fait un bachelor et maintenant vous faites un master. Mais pourquoi? Simplement parce qu'on retarde le moment de rentrer dans le monde du travail, parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup de mal à en trouver un. Donc c'est assez paradoxal, parce que d'un côté, on nous reproche de ne pas travailler, et puis d'un autre côté, quand on veut rentrer dans le monde du travail, il n'y en a pas pour nous. On aimerait apprendre un métier. Moi, je suis fatiguée d'écrire des papiers, mais j'ai besoin d'un diplôme en plus encore pour mettre le maximum de chances de mon côté de trouver un boulot, et de trouver un boulot qui va m'intéresser. À Genève, où Elena fait ses études, il y a quelques 28 000 étudiants. Dans un système qui vient en aide aux plus démunis, ça, on est conscient qu'il le faut, on ne laisse personne au bord de la route. Mais c'est OK, mais la réalité, c'est qu'il faut financer tout ça, et puis là, de plus en plus, on est pris à la gorge, et ça, c'est un phénomène, je le vois partout. Oui. Comme le disait l'ancien conseiller fédéral de la Muraille, il faut tondre le mouton, mais ne pas l'écorcher. On n'en peut plus. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça et puis ponctionner encore davantage la classe moyenne qui crache déjà pas mal au bassinet. On est au bout du bout. Et puis on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Il faut vraiment donner un sérieux coup de frein. Dans cette ambiance, on peut comprendre le rejet des contribuables qui ne paient pas. En gros, les profils sont connus. À Lausanne, par exemple, les jeunes en formation représentent 27% de la catégorie. Les bénéficiaires de l'aide sociale forment le deuxième groupe, 25%. Viennent ensuite les personnes âgées en situation précaire, 18%, les working poor, 14%, les invalides, 6%, et les chômeurs, 5%. Mais y a-t-il un problème de fond à ce qu'une partie de la population paie pour les autres? D'un point de vue technique, le problème est surtout d'avoir des gens qui ne paient pas pour ce qu'ils obtiennent. Vous devriez, dans l'idéal, avoir une adéquation entre le contribuable qui décide des prestations, qui vote des dépenses publiques et qui en assume les conséquences. Le fait d'avoir des contribuables qui peuvent continuer à participer aux décisions, mais qui n'en subiront absolument pas les coûts parce que c'est reporté sur d'autres contribuables, ça n'est pas une situation qui est optimale et saine du point de vue des finances publiques. C'est un peu comme si je vous disais, allez, il y a une catégorie de gens, vous allez entrer dans votre supermarché avec votre caddie, vous le remplissez, mais vous passez pas à la caisse. C'est un peu ça. Alors après, on peut discuter s'il y a des politiques redistributives qui se justifient ou pas, mais sur l'ensemble, avoir un décalage entre l'un et l'autre, ça pose problème. Nous reprenons notre voyage. Après les jeunes en formation, le deuxième groupe de contribuables qui ne payent pas rassemble donc les bénéficiaires de l'aide sociale. L'augmentation du coût de la vie n'a pas déprécié que les salaires, elle a aussi déprécié les salariés. La chute des petits contribuables est un drame social.
Le fait qu'aujourd'hui, on ait une part relativement importante de citoyens, on parle d'un tiers par exemple à Genève, qui ne payent pas d'impôts directs, montre que l'intégration d'une couche importante de la population ne se fait pas. Alors, c'est des gens qui ne participent pas ou qui n'ont plus la possibilité de participer et surtout pas le sentiment de participer au développement, aux richesses qui sont produites. Et je pense qu'il peut y avoir des détonations politiques. Quand on se sent plus participer du mécanisme général, ça peut donner le sens qu'on est mis à l'écart, qu'on est exclu. Une détonation politique a déjà eu lieu. Le 9 février 2014, la Suisse dénonçait ses accords avec l'Union européenne et le pays s'engageait dans un repli économique sur la foi de ses droites de la droite, y compris en Suisse romande. On a voulu doper notre économie avec la libre circulation des personnes et un des éléments une des conséquences collatérales de cette ouverture, c'était de mettre tous les travailleurs suisses, notamment sur l'arc lémanique, en concurrence avec une concurrence féroce avec les travailleurs de toute l'Europe. On est dans une économie qui se développe à partir d'une production à forte valeur ajoutée. On a besoin de personnel hautement qualifié, quitte à aller le chercher au-delà de nos frontières. Et puis, dans notre pays, dans nos villes, un certain nombre de personnes peu qualifiées, parfois aussi même peu scolarisées, ont des difficultés évidemment à trouver leur place et à trouver un vrai job qui leur permette de gagner leur vie. Démocratie directe, ça gêne les bêtises des politiciens. Je suis donc plutôt favorable à ce que notre économie soit peut-être moins dopée par du personnel venu de l'étranger, mais qu'elle permette aux gens qui sont nés ici, qui vivent ici, de pouvoir vivre de leur salaire, même si leur salaire c'est 4 000, 4 500 francs par mois. Et là, on se retrouve dans une économie à échelle humaine qui a fait le succès de la Suisse. Est meilleur que presque tous les autres pays du monde. On referme les frontières et puis alors on pourrait avoir des gens moins compétents qui trouvent du travail. C'est quand même une économie plus faible que vous allez fabriquer là. Je ne vais pas prophétiser ce que... Je faisais plus rien, je ne peux même plus écrire. Donc je ne peux plus faire à manger, je ne pouvais plus rien. C'est mes enfants qui faisaient tout à la maison. Je pense que j'ai eu un tel coup à l'époque que je ne serai jamais plus comme une femme de mon âge. Depuis 44 ans, je suis comme une vieille de 80 ans. Le physique. Vous vous sentez comme ça? Ah oui, ouais. Alors, puis ensuite j'ai eu un cancer du sein. En 2007, ça n'a pas arrangé les choses, parce qu'on passe aussi quand même par des moments psychologiques pas très faciles. Maggie prendra 5 ans pour remonter la pente. Son couple n'y a pas résisté. Elle divorce à l'amiable, obtient une pension de 2000 francs par mois, qu'elle complète par un salaire de serveuse. Mais elle perd cet emploi et n'en retrouvera plus d'autres. Lorsque son ex-mari, pour l'aider, accroît sa pension, le fisc dégaine une augmentation et un rattrapage. Vous trouvez que les petits revenus payent trop d'impôts? Oui, tout à fait. Il devrait y avoir un minimum où on ne paye pas d'impôts. Parce que nous donner d'un côté pour nous reprendre de l'autre, ça vaut pas la peine. C'est du changement d'argent de place, c'est tout. Au fond, pendant toutes les années où vous étiez mariés, c'était pas un souci, tout ça? Les impôts, l'argent, ça allait plus ou moins? On payait pas mal d'impôts parce qu'on travaillait les deux, donc moi je travaillais aussi quand même pas mal, j'avais aussi un joli salaire. Mais on payait en conséquence, mais par rapport à des salaires plus élevés. Donc on se privait de vacances, on se privait de certaines choses, on faisait pas de folie, mais on arrivait à vivre correctement à 4 à table. Pendant toutes ces années, vous aviez l'idée qu'un jour, on pouvait se retrouver dans la situation où vous êtes aujourd'hui? Non. Non, je pensais pas. Je pensais pas. J'ai toujours dit, on a de la chance d'avoir la santé. Et puis c'est vrai que quand vous n'avez plus la santé, eh ben, il y a tout qui se dégrade.
C'est vrai qu'on se rend pas compte quand on l'a. Hein. Ouais. On perd tout. On perd beaucoup, ouais. Ouais, adieu Mickaël, comment vas-tu? Ça va bien, écoute, je suis en route. J'arrive vers 12h15. Allez, ciao, bye bye, ciao, 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 ciao. D'accuser les faibles d'être un problème, c'est difficile parfois? Oui, mais j'aimerais pas alors me faire dire ce que je n'ai pas dit. On n'accuse pas les faibles d'être un problème et donc de s'en débarrasser. Par contre, on accuse un système